Salut Marc, salut Jean-Baptiste. Je suis très heureux Salut. de vous recevoir aujourd'hui pour cette vidéo. Une vidéo qui est un peu différente de d'habitude puisque finalement on va pas parler de santé directement, bien qu'on va voir que c'est très très connecté. On va parler lessive. On va parler lessive ensemble parce que vous avez une solution que j'ai trouvée vraiment géniale et que j'ai voulu vraiment présenter sur cette chaîne YouTube. Vous allez nous parler dans cette vidéo du monde de la lessive et vous allez voir, vous, de l'autre côté de votre écran, que c'est fort intéressant et que c'est pas du tout anodin et que ça peut grandement impacter votre santé ainsi que votre façon de fonctionner avec la lessive aujourd'hui. Donc, je vais vous laisser, Marc et Jean-Baptiste, dérouler. Déjà, vous présenter un petit peu, pourquoi pas, pour ceux qui ne vous connaissent pas forcément, et puis partir ensuite sur cette présentation sur la lessive et tout ce que ça implique. Ouais, ok. Bon, bah, du coup, je commence par me présenter. Donc, bah, moi, c'est Jean-Baptiste Duranton, j'ai 32 ans. Et du coup, bah, voilà, je travaille dans le monde de la lessive depuis quelques années maintenant. Euh, et puis Marc, du coup. Donc ouais, Marc. On est associé avec Jean-Baptiste. Ça fait à peu près un an, un peu plus d'un an et demi maintenant qu'on travaille sur notre projet, donc sur le projet Topskin, qui est un projet qui a maturé globalement qui a commencé en fait à travers Jean-Baptiste. Si tu peux expliquer justement peut-être un petit peu. Bah, je l'expliquerai après, du coup, comment on en est arrivé là. Mais du coup, effectivement, au départ, on n'était pas du tout dans le domaine de la lessive. Je pense, comme la majorité des gens, on fait nos lessives et puis ça s'arrêtait là. Et en fait, l'expérience et des petits soucis ont fait que je me suis penché sur le domaine de la lessive, j'ai creusé. Et puis aujourd'hui, bah, du coup, on est dans le domaine de la lessive. Merci beaucoup pour cette petite présentation. Je vous laisse partir sur la grosse présentation maintenant. Parler lessive, environnement, santé. Et donc C'est ça, pourquoi tout ça, c'est étroitement lié. exactement. C'est parti. Donc, pour faire un petit peu le bilan, en fait, si tu veux, sur la lessive aujourd'hui en France, avec quelques chiffres. Globalement, en fait, chaque seconde, c'est plus de 230 lessives qui sont en cours en France. C'est 7 milliards de lessives par an. Donc toujours, on parle vraiment que du marché de la France. Donc en se disant que c'est à peu près 50 litres d'eau qui est utilisée par lessive, ça fait 350 milliards de litres d'eau qui sont utilisés par an pour laver le linge. C'est un chiffre énorme et je pense que c'est assez dur de se représenter. Donc du coup, l'image que je peux donner par rapport à ça, c'est, je ne sais pas si tu vois le lac d'Annecy. Ouais. En gros, c'est un tiers du lac d'Annecy qui est utilisé justement dans le cadre du lavage du linge. C'est en moyenne entre 15 à 30 ingrédients donc pour les lessives, avec 90% des composants qui sont d'origine pétrochimique. Ce qui est assez intéressant, c'est l'évolution tu vois, de la lessive fait main. C'est-à-dire qu'actuellement, on a à peu près un quart des lessives qui sont, fait maison, des lessives qui sont faites maison, donc 23%. C'est quelque chose qui a pas mal, il y a eu pas mal d'évolution en fait. Oui, c'est assez gros. Je pensais pas que c'était autant. Franchement, c'est assez important. Et c'est une évolution qui a eu lieu surtout durant le Covid, où il y a eu une explosion justement des personnes qui se sont préoccupées un peu plus de ce qu'ils utilisaient, ce qu'ils utilisaient comme produits ménagers justement aussi à la maison. Et on est sur le marché, le marché de la lessive, on a 10% du volume des marchés de lessive qui est de la lessive écologique. Donc assez peu finalement. Ouais, c'est très peu. Ouais. C'est vrai que c'est pas énorme, surtout aujourd'hui. Ouais. Donc du coup, oui, ça c'est plus. Donc ça c'est vraiment l'état de la lessive aujourd'hui. Après, pour bien comprendre, en fait, on va remonter le cheminement, puisque nous, on en est arrivé donc à créer, à se lancer dans le monde de la lessive justement en reprenant un peu et en recomprenant le besoin tel qu'il est aujourd'hui et tel qu'il était avant. Et donc du coup, pour ça, ben, on va présenter avant l'invention de la lessive, en fait, comment les gens nettoyaient leur linge. Donc c'est un peu le retour aux sources qu'on a fait pour bien comprendre en fait les usages et les produits qu'on avait aujourd'hui. Donc en fait la lessive c'est quelque chose qui date de la nuit des temps. Il y a des premiers signes donc de recettes de lessive qui remontent à 2800 avant Jésus-Christ, donc durant l'empire d'Égypte et même byzantin, où là en fait on mélangeait déjà durant l'Empire byzantin des cendres avec des graisses, ce qui permettait d'avoir une réaction de saponification, partielle en tout cas. Donc c'était vraiment l'ancêtre du savon, de la lessive. Les Égyptiens avaient une technique qui était un peu plus poussée. Déjà, c'était professionnalisé.
Donc, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment des corps de métier qui ne s'occupaient que du nettoyage du linge. En plus de ça, ils utilisaient du natron, en fait, qui sont des résidus de sel qu'on peut trouver sur des lacs salés, qui contiennent principalement du carbonate de sodium et du bicarbonate de soude, donc ce qu'on peut utiliser aujourd'hui quand on fait sa lessive maison. Exactement ce que j'allais dire. C'est ça. Ils utilisaient également donc, des cendres et de l'huile. Donc, les Égyptiens, dans l'histoire, c'est vraiment eux qui ont été les précurseurs dans l'usage de produits, entre guillemets, chimiques pour leur lessive. Ensuite, durant l'Empire grec, on avait à peu près les mêmes usages, mais pour le coup, ils n'utilisaient pas du natron. Donc, il y avait cette connaissance qui avait disparu. En Grèce, on utilisait principalement des urines, en fait, qui contiennent de l'ammoniac. Et du coup, intéressant ça. Pour dissoudre les graisses. Souvent, on faisait tremper le linge qui était vraiment sale dans des urines qu'on faisait bouillir. On utilisait également de la cendre, du gras. En fait, pour dissoudre le gras, souvent on utilise du gras propre. Ce que tu vois dans le savon de Marseille. Exactement. Et de l'argile, c'était pareil au temps de l'Empire romain. Et en 855, donc au Moyen-Âge, c'était la même chose. Donc, c'était toujours des urines, de la cendre, des graisses et certaines terres argileuses qui étaient utilisées pour faire le linge. Donc, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution. On utilisait vraiment ça. La cendre, en fait, pourquoi on l'utilise? Tout simplement parce qu'elle contient de la potasse. Voilà, qui est un élément qui se retrouve après calcination du bois et qui a un fort degré de pH. Donc dans l'eau, il permet d'augmenter le pH et du coup de solubiliser les graisses. Voilà, donc après le Moyen-Âge, finalement, il faut attendre un petit moment avant de créer le savon tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc jusqu'à 1812, le savon, c'était globalement des cendres et des graisses animales ou végétales. Et en 1812, en fait, on a Monsieur Leblanc qui invente une solution. Qui portait drôlement bien son nom, dis donc. C'est ça, Monsieur Leblanc, donc qui crée de la soude industrielle. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là qu'on peut créer de l'industrie autour de la fabrication du savon. C'est plus quelque chose d'artisanal où on mélange de la cendre, on a vraiment de la soude pure qu'on peut mélanger avec de l'huile d'olive notamment. Pour créer des savons. Sachant que juste avant ça, en fait, le savon à l'huile d'olive, ça venait de Naples. On n'utilisait pas de la soude industrielle, donc pas de la soude pure, on utilisait justement des cendres et de l'huile d'olive, qui étaient réputées plus douces pour la peau. Donc 1812, ça remonte à pas si loin. Et donc de 1812 à 1970, on continue à utiliser principalement ce savon de Marseille, des cendres, jusqu'à 1970, où là, pour le coup, c'est l'essor de la lessive et la démocratisation. Donc, maintenant, ce qu'on va chercher à savoir, c'est pourquoi on en est arrivé à 1970 à créer des lessives qui sont beaucoup plus complexes que ces ingrédients qui ont été utilisés pendant des millénaires sur une multitude de linges. Et donc, pour ça, on va comprendre un petit peu la lessive, pourquoi elle a été créée. La première raison, c'est parce qu'en fait, on a créé des machines à laver automatiques. Pour une raison. Les machines à laver automatiques, en fait, elles ont été inventées durant la période d'émancipation des femmes. C'est-à-dire que les femmes ne sont plus au foyer. Durant la guerre, elles travaillent. Et à la sortie de la guerre, elles ont envie de s'émanciper, elles ont envie de continuer à travailler. Et du coup, laver le linge, c'est plus leur tâche courante. En tout cas, elles ont beaucoup moins de temps pour le faire. Donc du coup, on commence à créer des machines à laver dès les années 1800, mais au départ, ça ne fonctionne pas et puis c'est manuel. Par contre, en 1937, par contre, on commence à créer la première machine à laver automatique, qui est très chère, qui est peu accessible, qui ne marche pas bien. Donc, ce n'est pas là que l'explosion se fait, mais en tout cas, ça commence à naître. En 1952, on invente la première essoreuse, puisque en fait, avant ça, les machines à laver qui existaient n'essoraient pas le linge. Donc finalement, elles ne faisaient qu'une partie du travail. Et puis à la fin, vous vous retrouviez avec des draps, en plus, qui étaient souvent épais à l'époque, qui étaient trempés. Et du coup, vous aviez quand même une partie du travail à faire. Donc, ce n'était pas le plus simple. Oui. Il faut attendre 1960. Donc, il n'y a vraiment pas longtemps pour avoir la première machine lavante essorante. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, que les foyers peuvent et commencent à s'équiper en machine à laver.
Et c'est à partir de 1970 qu'on peut dire que la machine à laver personnelle est démocratisée. Avant ça, finalement, les gens n'avaient pas de machine, soit pas les moyens d'en avoir, soit ça prenait beaucoup de place, soit il fallait les fixer au mur. Donc du coup, les gens continuaient à faire leur lavage soit dans des machines, dans des laveries automatiques. Quand tu dis fixé au mur, c'est parce que ça bougeait trop, c'est ça? Tu avais le C'est tambour ça. qui... Ah ouais. Ouais, c'est ça. Il valait mieux avoir bougeait. des murs porteurs, là, pour le coup. Exactement, c'était plutôt compliqué. Mais avant ça, du coup, des années 50 à 70, finalement, en ville, on utilisait pas mal les laveries automatiques avec des lave-linges professionnels. Et avant ça, on était quand même encore pas mal au lavoir ou aux machines manuelles, mais la machine à laver n'était pas du tout démocratisée. Et donc, du coup, pendant cette période de démocratisation de la machine à laver, en fait, le savon qu'on utilisait, les cendres qu'on utilisait, elles sont moins adaptées aux machines. Donc c'est pour ça que les industriels cherchent à mettre au point des produits qui sont plus efficaces dans la machine, qui ont une meilleure solubilité. Et pourquoi on les a créés? En fait, chimiquement, il y a une raison. Pourquoi, dès le départ, on n'a pas utilisé des dérivés de savon, d'huile, comme on utilisait finalement à la main ou dans le passé. Et donc ça, Marc, tu peux continuer. Et donc, effectivement, pourquoi et comment est-ce qu'on a créé la lessive moderne? Alors, premièrement, en fait, on a, comme disait Jean-Baptiste, en fait, on a aussi le contexte de guerre. Donc, on a la création en fait, des premières lessives dans l'entre-deux-guerres et l'émergence en fait, qui s'est faite même durant la Première Guerre mondiale, où il y a déjà eu du travail qui a eu lieu. Et en fait, un contexte de guerre, c'est quoi? C'est aussi souvent des pénuries de matières premières. Donc, pénurie de matières premières, dans le cas actuel, c'est principalement aussi des graisses animales qui vont être plutôt utilisées dans tout ce qui va être la fabrication, par exemple, de TNT, donc de dynamite. Donc, il y a aussi... Ouais, c'était rechangement de direction. Quoi. Et donc, pénurie de matières grasses animales, mais aussi de matières grasses type les huiles d'olive, l'huile d'olive qui allait, par exemple, être utilisée pour tout ce qui était savon de Marseille, par exemple. Et on est aussi dans l'ère, on va dire, de révolution industrielle, durant laquelle on a beaucoup d'améliorations d'un point de vue de recherche et d'amélioration sur tout ce qui est chimie, de compréhension chimique et de création justement de tout ce qui va être du coup premier tensioactif synthétique de pétrochimie. Et ça, c'est en lien aussi avec l'époque actuelle et le besoin de l'époque actuelle. Donc sur les besoins de l'époque, on est principalement en fait, c'est ça qu'il faut recontextualiser, c'est l'emploi en fait. L'emploi, il est principalement dans quoi à l'époque? C'est 68% dans le secteur primaire et secondaire. Donc, secteur primaire et secondaire, c'est du travail très manuel avec beaucoup de salissures. Et or, il y a plus que de la salissure corporelle, il y a des salissures en fait externes qui viennent donc sur le linge. Donc, c'est tout ce qui va être dans l'industrie, par exemple dans des usines avec de la cambouille et autres qui vont venir se déposer sur le linge. Du coup, pour enlever cette cambouille, il faut des tensioactifs et il faut des tensioactifs plutôt agressifs. Parce que les tensioactifs vont être justement les éléments qui vont venir s'attacher à la graisse et retirer en fait la graisse des vêtements. Donc du coup, en plus de ça, on a le fait que derrière le linge, en fait, le lavage du linge professionnel, à cette époque, il se fait principalement à la maison. Donc du coup, il faut avoir des composants qui sont quand même relativement agressifs et qui soient faits à la maison. Et donc, en fait, toute cette partie-là, justement, elle conduit à créer une multitude de produits. Plusieurs marques se lancent durant cette période. Effectivement, même si les femmes sont en partie émancipées, globalement, les tâches ménagères, dans la majorité des cas, leur sont réservées. Et donc, elles se retrouvent avec du linge de leur mari qui travaille encore dans le charbon, dans la sidérurgie, avec des vêtements qui sont extrêmement encrassés. En fait, on ne parle pas les tensioactifs, ils vont retirer la graisse, mais ils vont s'agglomérer en fait à toute la salissure qui, à cette époque, est en quantité astronomique. Aujourd'hui, quand tu trempes ton t-shirt ou que tu laves un sweat, l'eau, elle ressort pas noire. Je pense qu'à cette époque, on est d'accord. Tu voyais même plus les habits dans l'eau. Donc, il y avait une telle quantité qu'il fallait vraiment des agents qui soient très performants parce qu'on n'était pas là à retirer 2-3 petites saletés du linge. On était vraiment à retirer une quantité très importante. Et donc, du coup, la chimie a permis d'obtenir justement des ingrédients qui étaient plus performants.
Et donc, c'est un petit peu le début du marketing et de la concurrence dans le domaine de la lessive. Parce que avant ça, finalement, les vendeurs de savon, bon, ben, ils faisaient un petit peu tous leur pain. Il y avait une concurrence qui était tranquille. Mais dès ces années-là, tout le monde se munit de machines à laver, tout le monde a les mêmes problématiques. Et du coup, ben, quelques fabricants vont créer des solutions et qui sont destinées à tout le monde et veulent le plus de parts de marché possible. Donc, commencent à travailler sur les molécules qui sont utilisées. C'est-à-dire quelle molécule va être la plus utile, laquelle va permettre d'utiliser le moins de lessive en un lavage. Et donc, c'est là qu'on commence à voir des arguments qui arrivent. Plus petit, plus puissant, enlève les taches tenaces même incrustées, fraîcheur intense, plus doux, triple action, plus blanc que blanc. Et donc, tous ces arguments pour lesquels on est matraqué sur l'efficacité, en fait. Donc, c'est à cette période vraiment que naît ce marketing de l'efficacité de la lessive et la création de milliers de molécules. Aujourd'hui, en fait, en Europe, des molécules, donc quand je parle de molécules, c'est pétrochimique, hein, donc synthétisées, il y en a plus de 100 000. Et sur ces 100 000, seuls 3 000 ont bénéficié de tests sanitaires. Ah ouais, donc, les 100 000, énorme la différence. Ouais, ça fait 3%. Donc, c'est 100 000 molécules donc, qui ont été autorisées à être mises sur le marché, mais effectivement, seulement 3% ont subi des tests sanitaires donc sur l'effet sur la santé. Et donc, c'est à cette période, ces 100 000 molécules, donc il n'y en a pas encore autant, mais on en fabrique énormément, enfin, on en crée énormément. Et du coup, on les met un peu dans les produits à partir du moment où elles fonctionnent mieux. Sauf que rapidement, en fait, on arrive à des poudres, puisque cette époque, c'est encore de la poudre. Et puis, d'une poudre à l'autre, finalement, il y a assez peu de différence, une fois que tout le monde est à peu près au même niveau. Et du coup, comment gagner des parts de marché? Eh bien, en diversifiant l'offre. C'est à ce moment-là, en fait, qu'on va créer la lessive liquide, puis les pods. La lessive liquide, en fait, elle fait son apparition dans les années 80. En fait, elle a plusieurs avantages pour le consommateur. Elle va être plus facilement soluble dans l'eau, sachant qu'en fait, elle est déjà mélangée à du liquide. Effectivement, les ingrédients sont déjà dissous. Donc, dans l'eau, il n'y a pas de temps de dissolution comme on peut avoir avec de la poudre. Elle permet de pré-traiter les tâches avant lavage plus facilement, donc ça évite d'avoir à dissoudre sa lessive. Et puis, plus simple à utiliser, parce que au lieu d'avoir son gros bidon, son gros carton, de devoir doser, on a quelque chose de liquide avec un bouchon, et donc on arrive à doser plus facilement. On met pas de la poudre par terre, c'est pas difficile à ramasser. Mais surtout, en fait, on a surtout beaucoup d'avantages marketing qui arrivent. On peut avoir des lessives qui vont raviver les couleurs, entre guillemets, puisqu'en fait, souvent, les lessives en poudre contiennent des blanchissants. Donc, on va détériorer les couleurs quand on en utilise. Donc là, on va pouvoir avoir justement des lessives sans blanchissant. On peut avoir des couleurs attrayantes sur les bidons, des couleurs attrayantes de lessive, une multitude de parfums, des couleurs et des bidons de plastique avec des formes. Et ensuite, eh bien, pour encore ajouter ça, on crée les pods qui permettent d'avoir un peu un aspect science, où on va avoir 4 couleurs. On a l'impression que chaque couleur fait... c'est comme le dentifrice. Exactement. Chaque couleur fait sa tambouille dans la machine, alors que finalement, une fois diluées, elles sont toutes mélangées, quoi. Ouais. Donc ça, c'est vraiment l'évolution de l'offre, avec aussi des lessives qui vont être conçues pour certains tissus. C'est-à-dire que, par exemple, la laine, avec les lessives en poudre, on va le déconseiller parce que ça va endommager les fibres de laine. Avec les lessives liquides, on peut enlever les blanchissants, on peut enlever certains produits et en ajouter d'autres qui vont prendre soin de la laine. D'ailleurs, dans le petit usage à l'époque, la cendre elle-même n'était pas utilisée pour laver la laine. Ayant un pH assez élevé, elle peut endommager les fibres et du coup, on utilisait d'autres méthodes et surtout le lavage à la main, les graisses notamment, les huiles et le brassage manuel, simplement. Voilà. Donc, voilà, donc la composition de nos lessives, c'est Marc, justement, tu parlais sur... exactement. Alors, en fait, on va voir en fait, dans la lessive, globalement, donc on a différents composants en fait, qui vont être présents. Donc là, on va vraiment parler de la chimie de la lessive même.
Donc, on a les 4 premiers. Donc, j'ai mis une petite barre oblique pour mettre la différence entre tout ce qui va être vraiment lavant et tout ce qui va être derrière comme utilisé, mais qui n'a aucune propriété lavante. Donc, premièrement, en fait, l'élément, en tous les cas, qui est le plus mis en avant sur le lavage du linge et qui a une propriété qu'on va dire, qui est primordiale, c'est tout ce qui va être tensioactif. En tous les cas, c'est comme ça que le vendent principalement les faiseurs de lessive. Les tensioactifs, donc c'est un composant qui va permettre de réduire déjà la tension de surface et qui a 2 parties en fait. Il y a une partie, donc ce que je disais, une partie hygrophile, et une partie lipophile. Donc en fait, il y a une partie qui va venir justement s'attacher directement à la graisse et l'autre partie qui va s'attacher à l'eau et en fait qui va faire tension et qui va permettre de supprimer en fait, d'enlever, de retirer la graisse sur les vêtements. Il y a donc les enzymes qui sont des protéines qui vont permettre de dégrader donc, toutes les tâches qui vont venir justement se loger sur les vêtements. Il y a les propriétés, donc les blanchissants qui vont permettre de supprimer aussi les tâches, qui vont venir cibler les tâches et qui vont venir raviver l'éclat de tout ce qui va être linge blanc. Et les agents alcalins. Donc, les agents alcalins qui vont plutôt venir être utilisés pour augmenter le pH de l'eau. Et donc en augmentant le pH de l'eau, donc ça va permettre d'améliorer d'ailleurs l'efficacité des autres composants que j'ai mentionnés auparavant, mais ça va aussi permettre de dissoudre les graisses et donc justement d'aider les tensioactifs par la suite pour retirer donc les graisses de l'eau et les solubiliser dans l'eau. Et ça va permettre aussi de supprimer tout ce qui est acide. Donc c'est-à-dire toutes les saletés en fait de type corporel comme la transpiration et du coup les bactéries et odeurs qui vont se former sur le linge. Et avec des agents alcalins, on va venir justement supprimer ces éléments-là. Et après, on a, donc c'est ce que je disais, donc tous les autres éléments derrière qui n'ont pas d'utilité en fait sur le lavage du linge, mais qui vont donner des propriétés assez intéressantes dans le sens où les azurants optiques, en fait, c'est juste des composants qui vont venir se loger sur les fibres et qui vont donner en fait un aspect éclatant, un aspect plutôt blanchissant au linge. Mais c'est seulement un aspect, donc c'est vraiment, c'est plus un effet d'optique, en fait. C'est presque... C'est la première fois que j'entends ce terme, c'est vrai que c'est rigolo, quoi. Ouais, c'est vraiment la première fois. Azurant optique, ouais. L'azurant, c'est un peu un trompe-l'œil, en fait. Donc, parce que ça va donc permettre de refléter, de faire une réflexion de la lumière et donner l'impression que le linge est blanc, le linge est plus blanc que blanc, ou le linge est blanc globalement, alors qu'il ne l'est pas nécessairement. Donc, en fait, après plusieurs lavages, tu as ces éléments-là qui vont se retirer. Si tu n'en réutilises pas, ces éléments vont se retirer, en fait, tout simplement du linge. Et ton linge va redevenir dans sa couleur, son éclat normal, quoi. Ah ouais, il devient terne, du coup, tu te dis, bah mince, il faut que je rachète cette lessive, elle était géniale, j'avais du linge magnifique. Ah, c'est très, très fort. Juste pour faire un petit parallèle, en fait, les azurants optiques, c'est des petites molécules bleues, du coup, qui renvoient la lumière bleue et qui font un peu la lumière bleue des écrans. Donc, ça crée un peu de la lumière un peu plus blanche. Et c'était des choses qu'on voyait déjà dans certains endroits, notamment avec la poudre bleue. Mais j'ai perdu le nom. Bon, c'est pas grave, mais voilà, donc c'est vraiment cet effet, comme disait Marc, un peu de renvoi de la lumière, mais qui était déjà utilisé aussi. C'est un trompe-l'œil, quoi. Globalement, c'est incroyable. C'est le fond vert, mais en fait, c'est le fond bleu, quoi. Voilà, exactement. Après, donc, tu as tout ce qui est parfum de synthèse. Donc, les parfums de synthèse qui vont être présents principalement pour donner une odeur agréable et de fraîcheur au linge. Ça va souvent venir masquer en fait les mauvaises odeurs, mais ça ne va pas du tout les retirer. Les conservateurs qui sont présents, surtout dans tout ce qui va être lessive liquide, étant donné que tu as un liquide pour éviter la formation de tout ce qui va être moisissure ou bactéries dans le liquide, donc ils vont être présents pour ça. Les colorants, simplement pour donner, comme disait JB juste avant, en fait, un aspect sympa en fait, à la lessive, par exemple dans les pods, avec une couleur bleue, une couleur verte, une couleur blanche, alors qu'en réalité, c'est plus ou moins le même composé chimique derrière. Et les stabilisants, donc, qui vont faire en sorte que la lessive, et encore pareil, la lessive liquide, qu'elle reste en fait entière et qu'elle ne commence pas en fait, à se séparer, donc qu'on puisse la réutiliser sans devoir la brasser ou autre. Ouais, c'est ça. Ok. Voilà, et donc c'est comme on a mentionné, en fait, dans la majorité des cas, dans les lessives qu'on retrouve, on retrouve plus d'agents parfumants que d'ingrédients lavants. En fait. Ouais, en nombre d'ingrédients. Ouais. En nombre d'ingrédients, exactement. Ouais. Donc sur tout ce qui est législation et transparence,
Donc, premièrement, en fait, il n'y a aucune obligation d'affichage sur les ingrédients. Donc, c'est-à-dire que les seuls éléments qui doivent être mentionnés, c'est un pourcentage du composant dans la lessive. C'est-à-dire qu'on a quatre éléments qui peuvent être mentionnés. Je ne sais pas si je peux peut-être le montrer juste après. On va faire un aller-retour sur les slides. Oui, en fait, la première phase, c'est affichage des ingrédients. Exactement. En fait, c'est des catégories qu'on peut... C'est sur cette slide-là. Voilà, à droite, on a des catégories d'ingrédients. On voit la composition. Donc moins de 5%, de 5% à moins de 15%, de 15% à moins de 30%, ou bien plus de 30%. D'accord, et ils en font des espèces de clusters où ils te mettent tout dedans sans mentionner ce que c'est, comme ça au moins... Exact. Okay. Donc sur la bouteille, en tous les cas, il n'y a pas d'obligation légale à mettre exactement qu'est-ce qu'il y a de présent. Par contre, il faut que les ingrédients, que la liste d'ingrédients, elle soit disponible en ligne. C'est-à-dire que sur le site du fabricant, il faut que celui-ci mette à disposition des utilisateurs la liste d'ingrédients exacte. Après, la seule problématique, c'est de retrouver en fait cette liste-là. Donc, c'est pas nécessairement facilement accessible. Donc, de retrouver donc la liste d'ingrédients. Il y a le côté donc hypoallergénique qui peut être mentionné en fait à partir du moment où une lessive ne contient pas 26 composants qui sont considérés par la législation comme étant des allergènes connus. Donc, si la lessive ne contient pas ces composants-là, qui sont principalement en plus des composants plutôt de type parfum, bien on peut mentionner donc sur la lessive qu'elle est hypoallergénique. Sachant qu'il y a, je ne sais plus combien tu disais de produits qui ne sont pas testés et donc qui sont potentiellement allergisants. Voilà, il y en a aussi qui sont connus comme allergisants, mais qui ne font pas partie de la liste des 26 composants. Donc, il y en a qui sont connus allergisants, mais pas considérés comme extrêmement allergisants, et du coup, ça peut quand même être donné comme hypoallergénique. Et donc, c'est 80, en fait, on revient sur les 100 000, 3 000, en fait, c'est 97% des effets sanitaires des substances chimiques qui sont inconnus en Europe. Et voilà. Intéressant, ça. Sur donc, la liste type d'ingrédients de lessive conventionnelle, là, on a pris un exemple d'une lessive bébé sans parfum, du coup. Donc, même sans parfum, on voit qu'en réalité, il y a des composants de parfum qui sont présents. Globalement, donc, on a plus de 21 composants qui sont présents dans cette lessive-là, donc avec les différents composants dont on parlait tout à l'heure, principalement de l'eau. En fait, l'eau vient composer, suivant les lessives, entre 60 à 90% de la lessive, suivant en fait la concentration de cette lessive-là. C'est-à-dire plus on a une lessive concentrée et moins il y a d'eau bien sûr dedans. Bien sûr. Dans l'exemple qu'on a actuellement, en fait, on a plus de 70% des composants en fait, qui sont présents, qui sont par exemple d'origine pétrochimique. Donc ça varie bien sûr d'une lessive à l'autre, mais sur cette lessive-là, on est à plus de 70%. Ouais. Et justement, on voulait mettre un petit peu cet exemple pour qu'on se rende compte, effectivement, la liste d'ingrédients qui n'est pas affichée sur la bouteille. Et après, comme disait Marc, en fait, d'un fabricant à un autre, les données sont plus ou moins faciles à trouver, mais dans certains cas, c'est un petit peu branle-bas combat pour arriver à trouver le site en question qui référence la liste d'ingrédients. C'est accessible, mais même nous qui travaillons dedans, j'ai pas mal galéré pour certaines marques. Et donc, du coup, cette lessive, c'est une lessive dite bébé, donc qui contient assez peu d'ingrédients par rapport à d'autres. C'est ça qui est fou, c'est qu'il y a énormément d'ingrédients. Et bon, je pense que de toute façon, vous le mentionnerez probablement par la suite, mais la peau est quand même l'organe qui est le plus grand du corps humain. C'est un organe, il faut le rappeler. Et donc, cet organe, il est vivant, il capte des éléments, il en élimine d'autres. Donc, il y a plusieurs fonctions. Et donc, tout ça, ça vient sur notre peau, forcément, si on porte des vêtements qui ont été lavés avec ce genre de choses, quoi. Exactement. C'est justement là-dessus qu'on arrive, c'est l'impact sur la santé. Voilà. Ouais. Et donc, du coup, sur cet impact sur la santé, comment nous on est venu, comment on est arrivé à travailler sur la lessive, en tout cas, moi, j'en suis arrivé avec cette question, c'est-à-dire d'impact sur la santé. Je vais vous dire un petit peu l'anecdote. J'étais étudiant, donc c'était il y a quelques années. Je cherchais, comme lorsque j'achète n'importe quel produit avait le meilleur rapport qualité-prix. La qualité pour la lessive, en fait, finalement, je ne savais pas trop ce que c'était. Et donc, du coup, on se fie au test.
Et les tests, il y a encore une dizaine d'années, c'était l'efficacité. Donc, la qualité d'une lessive, pour moi, c'était son efficacité. Et du coup, la meilleure qualité-prix, c'était quelle lessive va être le plus efficace par rapport au prix. Donc, j'ai pris des tests, j'ai acheté la lessive qui était recommandée. J'étais étudiant, donc je n'allais pas non plus acheter la plus chère. Donc, j'ai pris celle qui était le mieux notée, la moins chère. Et après plusieurs mois, je commençais à avoir des démangeaisons de la peau, notamment l'hiver. L'hiver, c'était beaucoup plus prononcé. J'avais la peau extrêmement sèche et je ne savais pas expliquer d'où ça venait. Donc, je me suis dit, bon, peut-être que je me décape la peau quand je me lave, je vais moins frotter, je vais mettre moins de savon sur les zones qui me dérangent. Ça n'avait pas d'effet. Donc, du coup, j'ai commencé à utiliser crème hydratante, ultra grasse, j'en mettais plein mes jambes. J'en mettais, et malgré ça, malgré le fait d'avoir les jambes grasses de crème, j'avais quand même des démangeaisons, et du coup, je ne comprenais pas. Je me disais, bon, c'est mes vêtements qui frottent, c'est le froid, ça irrite ma peau, mais pourquoi plus l'hiver que l'été, alors que l'été, il y a quand même du soleil et tout. Et du coup, j'ai fini par comprendre que c'était lié à la lessive que j'utilisais, tout simplement. Et donc, c'est là vraiment que j'ai remis en question sur ce qu'était la lessive. J'ai commencé à acheter des lessives écologiques en grande surface. Mais moi, le problème, c'est qu'en étant étudiant, je n'avais pas les moyens pour acheter ce type de lessive. Donc, j'en ai acheté une fois ou deux. Mais ça répondait pas, moi, financièrement à ce que je pouvais me payer. Donc, du coup, j'ai commencé à m'intéresser un peu à toutes les alternatives, les balles de lavage, tout ça. Et donc, c'est comme ça que je suis rentré vraiment dans le domaine de la lessive. Voilà. Donc, au niveau impact santé, moi, j'ai connu un petit peu cette expérience qui n'est pas dramatique parce que ça se résout facilement. Mais pour le coup, on peut avoir des impacts qui sont beaucoup plus importants. Effectivement, comme tu le disais, quand on fait sa lessive, malgré le nombre de rinçages, en fait, il reste des résidus. Et en fait, on se rend compte aussi que de plus en plus, on a de résidus dans la lessive. Pourquoi? Parce que les fabricants de machines vont centrer leur fabrication sur l'efficacité énergétique des machines, puisqu'on a un score donc, qui est donné en fonction de la consommation d'eau et d'électricité. Et du coup, la consommation d'eau, c'est quand même une grosse partie du score. Donc, du coup, elles vont diminuer la quantité d'eau utilisée à chaque lavage. Et donc, du coup, effectivement, on perd en efficacité des rinçages. Et il y a pas mal de tests qui ont été Très faits. intéressant, ça. Ça, je ne Voilà. savais pas. C'est très intéressant. Notamment par 60 millions de consommateurs qui ont fait des tests et qui se rendent compte que de plus en plus, les rinçages sont de moins en moins efficaces. Alors après, lorsqu'on a des rinçages plus, évidemment, on va utiliser plus d'eau, mais du coup, ce n'est pas forcément la solution miracle en fait, de mettre plus d'eau pour rincer. Dans tous les cas, il restera des résidus. Donc il y a ces résidus, il y a une multitude de parfums aux ingrédients qui ne sont pas forcément connus et certains qui sont reconnus dangereux, des azurants optiques, des tensioactifs, des conservateurs, des huiles essentielles. Et tous ces ingrédients, en fait, ils ont un impact. Il y en a donc qui sont uniquement allergisants, il y en a qui sont irritants, il y en a qui sont reconnus perturbateurs endocriniens. Et c'est là-dessus, en fait, qu'il y a le plus de risques aujourd'hui. Les perturbateurs endocriniens, en fait, ils vont, comme son nom l'indique, perturber le système endocrinien du corps. Et le système endocrinien, c'est celui qui gère la création d'hormones. Donc, lorsqu'on est soumis pendant longtemps à des perturbateurs endocriniens, on a plusieurs risques qui se développent. On a des anomalies du développement des organes qui est possible, donc notamment chez les enfants. Pour lesquels on fait encore plus de lessive, effectivement, parce qu'ils se salissent tous les jours. Donc, ça peut perturber le développement des organes reproducteurs, ça amène à l'abaissement de l'âge de la puberté, ça peut causer des troubles de la croissance, ça peut même causer des troubles du développement neurologique, des troubles de la fonction immunitaire, et ça peut même engendrer l'apparition de cancer ou de maladies métaboliques, comme le diabète et l'obésité. Ces perturbateurs endocriniens, en fait, on peut les retrouver en cosmétique. Mais finalement, en cosmétique, les gens sont de plus en plus alertes et font attention. On peut en avoir par inhalation,
donc notamment des parfums ou dans certains secteurs industriels où on va renifler des produits dangereux. Mais la personne lambda, toi, moi, en fait, nous allons être le plus souvent soumis à des perturbants endocriniens qui sont liés à la lessive et qui vont se retrouver sur notre corps tout le long de la journée. Exactement. Et comme tu le signales, qui s'ajoutent à tous ceux qu'on a dans le quotidien. Et ça, c'est un gros problème. Je pense aussi aux pesticides, hein. Si aujourd'hui, entre guillemets, bon, bio, ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas, c'est le moindre mal selon moi. Quand tu manges pas bio, quand tu as une lessive de merde, tout ça s'ajoute. Et là, tes hormones, c'est freestyle, quoi. Exactement. C'est ça. Je trouve qu'il y a un parallèle que tu fais qui est assez intéressant souvent entre la cosmé et la lessive. Ouais. Oui, c'est ça. En fait, moi, souvent, je fais le rapprochement entre cosmétique et lessive. Pourquoi? Parce que effectivement, aujourd'hui, les gens font quand même assez attention à la cosmétique qu'ils utilisent pour une bonne partie des personnes. Et c'est vrai que quand on met la cosmétique, on s'applique directement les choses sur la peau. Et du coup, on a cette notion de se dire, je le mets sur ma peau, donc je le mets sur mon organisme. Qu'est-ce que je mets dessus? Et du coup, on a Yuka, par exemple, où on a la liste des ingrédients qui peut être notée. Et du coup, on peut avoir un score et savoir comment se place le produit par rapport aux ingrédients qu'il contient. Ce qui n'est pas du tout le cas de la lessive. Déjà, les ingrédients sont compliqués à trouver. Il n'y a pas de base centralisée comme c'est le cas pour la cosmétique, où en fait, on peut, avec une référence, trouver tous les ingrédients qu'il y a dans la lessive. Et en plus, on la met dans notre machine à laver. Et ensuite, derrière, on se dit, c'est rincé. C'est rincé, c'est sur un truc qui est à l'extérieur de moi, ça ne me touche pas directement. Ouais. Voilà. Alors qu'en fait, finalement, la cosmétique, souvent, c'est 5% du corps, et le linge, il est en contact avec 90% de notre peau, voire quasiment 100%. On a nos draps, on a nos vêtements, on les porte en permanence, parce que la cosmétique, une fois qu'on se lave le soir, finalement, on la rince, alors que la lessive, on l'a en permanence sur notre corps. Et du coup, on n'a pas du tout cet automatisme de se demander qu'est-ce qu'il y a dans ma lessive, est-ce que c'est bon pour la santé? Sachant qu'il y a un autre parallèle, c'est que la cosmétique, il y a quand même une législation spécifique aux produits cosmétiques qui va varier en fonction des produits qui vont être appliqués, rincés ou non rincés, avec à chaque fois, évidemment, un produit qui est rincé a des normes qui sont moins strictes qu'un produit qui est non rincé. Alors pour la lessive, on l'a vu, on a 100 000 substances chimiques autorisées en Europe. On peut retrouver ces 100 000 substances, n'importe quelle de ces 100 000 substances dans notre lessive, puisqu'il n'y a pas de législation qui va imposer ou interdire des ingrédients dans la lessive, en tout cas comme c'est le cas pour la cosmétique. Voilà. Et il y a d'autres risques qui sont pour le coup, qui ont un gros impact, mais qui ne vont pas concerner tout le monde, qui sont des risques domestiques, et notamment de plus en plus avec les PODS, qui occasionnent chaque année plus de 750 intoxications, notamment d'enfants de moins de 5 ans en France. Donc, moi, ça me paraît énorme, 750 accidents chaque année. C'est plus que les accidents mortels sur la route. Et parce qu'en fait, on ne se rend pas compte à quel point en fait, un enfant peut trouver ça rigolo, jouer avec, et les risques que ça occasionne. Ça peut être des lésions oculaires, ça peut endommager la cornée de façon irréversible, ça peut être des brûlures de la peau et des brûlures des muqueuses, notamment en cas d'ingestion, qui peuvent causer des problèmes respiratoires derrière. Et c'est marrant parce que ça, j'en parlais avec un collègue justement de où on travaille la semaine dernière. Et donc, j'ai expliqué un peu notre projet. Et lui, il me disait justement, donc, il faisait un peu attention aux produits, mais pas à la lessive. Et donc, il a un enfant qui a l'âge de mon fils, donc 3 ans. Et il me disait, ah, mais c'est marrant, nous, il adore jouer avec les potes. Et j'ai dit, alors par contre, de 750 intoxications, ça provoque des lésions oculaires, brûlure de la peau, potentiellement des problèmes respiratoires en cas d'ingestion. Et il n'avait pas du tout conscience du risque. Et c'est là, moi je me suis dit, c'est vrai que souvent on fait attention, on ne les met pas à portée des enfants, on va fermer les pièces. Et c'est vrai que dans la majorité des cas, ça se passe comme ça. Mais les enfants, on les connaît, à 3 ans, ils courent partout, ils ouvrent les placards, ils comprennent les placards, bien sûr.
ils savent les ouvrir, ils comprennent, même quand on a des sécurités, ils arrivent finalement à contourner ou à comprendre comment ça fonctionne. Et du coup, il suffit de peu d'inattention pour finalement qu'ils s'empoisonnent, surtout avec les pods qui ressemblent à des bonbons, qui sont molles, qui ont des couleurs un peu attrayantes. Et donc ça, c'est un autre risque qui est plutôt de l'accident plus que de l'exposition, en fait. Voilà. Et il y a aussi un impact sur l'environnement. Bien sûr. Alors, sur l'environnement, premièrement, en termes d'impact carbone, sur chaque lessive, on va être situé à peu près entre 120 grammes à plus de 250 grammes de CO2 par lavage. Dit comme ça, je pense que ça ne représente pas grand-chose, mais en réalité, c'est par exemple, entre 1 et 2 km en fait, de parcouru avec une voiture pour un lavage. En sachant qu'on fait en moyenne, chaque ménage fait à peu près 240 lessives par an, ça fait entre 240 et 480 km de parcouru en voiture par an juste pour laver son linge. Donc, c'est un aller en fait, entre Lyon et Paris, par exemple. C'est plus de 1 kg de plastique par an qui est jeté aussi par les ménages. Donc, ça, c'est tous les bidons, donc les bidons en plastique principalement. Au niveau de l'eau, les différents composants qu'on a mentionnés tout à l'heure, justement, ils vont avoir un impact sur cette dernière. Les phosphonates, par exemple, ils vont engendrer des problèmes d'eutrophisation de l'eau. Eutrophisation, donc ça veut dire une perte de l'oxygénation de l'eau et derrière la création, par exemple, d'algues et les algues vertes. Donc, c'est un peu les problèmes qu'on a vus, par exemple, sur les plages qu'il y avait eu il y a quelques années. Donc, c'est des algues en plus qui sont extrêmement nocives. Ensuite, on a tout ce qui va être tensioactif. On va avoir une élimination partielle due au centre d'épuration. Donc, c'est-à-dire que toutes les eaux usées vont passer dans tous les cas par les centres d'épuration. Mais on a entre à peu près 50% des tensioactifs qui vont être traités et 50% en fait, qui vont se retrouver derrière dans la nature. Le problème, c'est que de synthèse, ils ont tendance à être bioaccumulés. Donc, ils vont avoir un impact derrière justement sur l'eau et sur les organismes vivants qui sont présents dans l'eau. Comme par exemple les poissons. Ce qui peut créer par exemple des problèmes derrière sur tout ce qui va être, comme disait Jean-Baptiste, donc il y a des perturbateurs endocriniens et donc qui va créer des problèmes, engendrer des problèmes sur toute la reproduction donc, dans les milieux aquatiques. Et il y a les azurons optiques en fait, qui sont globalement des produits de synthèse totalement et qui eux sont pas biodégradables. Mmh. Oui, et puis comme on le voyait juste avant, en fait, ils sont non biodégradables, mais comme ils renvoient la lumière, en fait, la pénétration de la lumière dans l'eau est diminuée, et donc comme ils s'accumulent et qu'ils se retrouvent dans la mer, en fait, ça crée aussi des problèmes de luminosité pour les fonds aquatiques et donc de photosynthèse, un peu comme l'eutrophisation, en fait, qui va engendrer la mort de tous les écosystèmes, notamment des lacs. Et c'était le cas. En exemple, tout à l'heure, on disait le lac d'Annecy. En fait, le lac d'Annecy, le lac du Bourget, c'était des lacs qui étaient en eutrophisation il y a quelques dizaines d'années et principalement liés aux détergents. Ce qui fait en fait que effectivement, les algues, comme disait Marc, prolifèrent. Les bactéries prolifèrent. Les bactéries consomment l'oxygène de l'eau et on se retrouve avec une eau sans oxygène et du coup, tous les écosystèmes meurent, en fait. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'on ne pense pas à jusqu'où ça va en fait. Une petite action qu'on fait au quotidien, on ne se rend pas compte qu'on est en train d'avoir un enjeu d'échelle qui est monstrueux. Ouais. Et justement, il faut reprendre ces petites choses du quotidien pour les réévaluer et se dire mais est-ce que vraiment c'est pertinent ce que je fais? Ouais, parce que donc l'eutrophisation, effectivement, c'est aussi le fait que c'est souvent des eaux qui stagnent. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il y a eu ces problèmes-là principalement dans les lacs. Et derrière, donc on avait vu avec JB, il y avait eu une résolution qui était assez intéressante justement par rapport à ça. Pour réduire, ouais. En fait, pour réduire l'eutrophisation des lacs, déjà ils ont mis des systèmes plus performants dans le traitement des eaux usées. Et en fait, plutôt que rejeter les eaux usées dans les cours d'eau qui se déversent dans les lacs, c'est rejeté directement dans les cours d'eau qui ne se rejettent pas dans les lacs. Pour éviter que l'eau stagne, derrière il y a une eutrophisation. C'est déjà pas mal. Voilà, c'est mieux. C'est intriguant quand même comme résolution, parce que du coup, on ne vient pas résoudre vraiment le problème. Non, on détourne. on détourne, ouais. Oui, je pense qu'ils ont contourné avec les moyens techniques. Du bord, ouais. Et du coup, quelles alternatives on a à ces lessives classiques, finalement? On a les lessives écologiques aujourd'hui et les lessives faites maison. Ça, je les ai mis dans une catégorie parce que finalement, ces lessives-là,
pour les lessives écologiques qu'on peut trouver en magasin et biodégradables, en fait, souvent, on va avoir quelque chose qui est assez similaire aux lessives conventionnelles, mais fait à partir d'ingrédients soit d'origine naturelle, avec un impact qui va être amoindri, mais on va reprendre les codes de la lessive telle qu'on l'a créée dans les années 70. Donc, c'est-à-dire qu'on va retrouver, pour une partie, hein, évidemment, chaque référence est différente, mais on va retrouver des enzymes qui vont être là pour améliorer le détachage, des tensioactifs. En fait, ces lessives, souvent, on va se dire elles sont bien meilleures parce que les ingrédients sont naturels. En fait, dans la majorité des cas, les ingrédients sont d'origine naturelle et c'est pour ça donc qu'il faut bien faire le distinguo. Souvent, en fait, on va avoir tendance à mettre les deux ensemble alors que la différence est totalement opposée. C'est-à-dire que aujourd'hui, avec les lessives classiques, on a des ingrédients qui sont synthétisés à partir de pétrole. Donc le pétrole, on l'a utilisé parce qu'on en avait en abondance dans les années 70 et aujourd'hui, ça coûte encore pas trop cher par rapport à ce qu'on peut en faire. Donc c'est pour ça qu'on retrouve ces ingrédients-là. En fait, ces molécules synthétisées qui sont faites à partir de pétrole, on peut aussi les synthétiser à partir d'ingrédients naturels qui sont plus rares, donc avec des huiles. Je peux citer notamment l'exemple, par exemple, des emballages en plastique d'origine végétale qu'on fait à partir de canne à sucre. Le système de fabrication conduit à la même molécule plastique que la fabrication à partir de pétrole. Donc la différence, elle va résider dans l'utilisation de la matière première d'origine. Donc c'est soit j'utilise du pétrole et du coup je sors du carbone du sol qui va être relargué ou relâché du plastique dans la nature, soit en fait je peux sortir d'autres, par exemple donc de la canne à sucre pour le plastique, qui va lui absorber le carbone. Donc l'impact est quand même meilleur, mais à la fin j'ai quand même un plastique qui va avoir un impact sur la pollution de l'eau et qui sera pas recyclable ou peu recyclable de la même façon que du plastique. Donc pour les lessives et pour la cosmétique, ingrédients d'origine naturelle, c'est un petit peu la même chose. On prend des ingrédients donc naturels qu'on va modifier chimiquement et donc on va pouvoir synthétiser de nouvelles molécules mais qui sont biobasées. Voilà. Donc c'est pour ça que ces lessives-là, en fait, elles vont être mieux. Et dans tous les cas, elles vont être mieux. Certaines vont être même beaucoup mieux, parce qu'il y en a quand même qui ont des listes d'ingrédients très courtes. En général, dans les lessives écologiques, on essaie quand même de raccourcir les listes d'ingrédients. Mais c'est pas la perfection. Pour les lessives, en fait, fait maison, souvent, par contre, on a des ingrédients, pour le coup, qui sont naturels également. Mais là, c'est plus le temps de fabrication qui va être nécessaire. Le temps de conservation qui n'est pas forcément très pratique. Oui, c'est ça aussi, effectivement. Voilà, c'est ça. Et puis, on fait quand même appel à une multitude d'ingrédients qui peuvent venir de différents endroits, puisque la soude va être fabriquée dans certains pays, le bicarbonate également. Ce n'est pas que des ingrédients qu'on va fabriquer, même si on les achète bruts, en fait, ils sont quand même fabriqués quelque part, donc il y a quand même de l'industrialisation derrière. Également, donc, ce qui peut être intéressant, c'est de voir le terme biodégradable qu'on peut avoir sur certaines lessives. Et c'est le terme biodégradable, en fait, qu'il faut mettre un peu à côté de impact sur l'environnement. C'est-à-dire que biodégradable n'est pas égal à aucun impact sur l'environnement. Bien sûr. Biodégradable, ça va permettre de ne pas avoir d'accumulation, comme le disait Marc. À l'échelle de 2 ou 3 personnes, en fait, un produit biodégradable peut être considéré comme un produit parfait, sans impact sur la nature. À l'échelle de la population, c'est beaucoup moins le cas. Justement, comme on le voyait, en centre d'épuration, l'eau, elle ne va pas rester pendant des dizaines et des dizaines de mois, ce qui veut dire que la biodégradabilité ne peut pas se faire intégralement dans les centres d'épuration. Un produit qui est biodégradable aujourd'hui, c'est un produit qui est dégradé à 60% en moins de 28 jours. On parle de 60% du produit. Donc, il y a quand même une partie de la biodégradation déjà qui n'est pas forcément possible. Donc, il y a 40% qui peut-être n'est pas biodégradable. Et dans le cas où on a un produit qui est dit 100% biodégradable, la biodégradation peut être plus longue. Et l'impact environnemental qu'on va avoir, en fait, c'est sur cette fourchette de temps qu'on ne connaît pas, où le produit va se retrouver dans les cours d'eau, et du coup, va justement participer à l'eutrophisation de l'eau. Comment il y participe? En fait, il apporte des nutriments à l'eau. Ces nutriments permettent aux algues de pousser plus vite,
de devenir plus grande, aux bactéries de se développer plus vite, et on va avoir du coup des bactéries qui consomment l'oxygène dans l'eau qui vont amener à l'eutrophisation des lacs ou des cours d'eau, notamment quand on a peu de débit d'eau. Alors cet été, je pense qu'on n'aura pas trop de problèmes parce qu'on a eu pas mal de pluie. Oui, je pense que ça va. Voilà. Mais les années où il y a peu d'eau, en fait, on se rend compte qu'il y a des lits de rivière qui sont tout verts, justement parce qu'on a beaucoup moins de débit, donc l'eau s'oxygène beaucoup moins, les algues prolifèrent, et nous, on rejette toujours autant de quantité de détergents, en fait, qu'il y ait des pluies ou pas. C'est ce que je disais, donc l'origine végétale, donc animale, minérale, donc qui n'est pas transformée, et les ingrédients d'origine naturelle, donc ceux qui ont subi la transformation. Et ensuite, donc, il y a les alternatives donc, naturelles qui reviennent de plus en plus. Notamment, on entend pas mal parler de lessive olière, lessive à la cendre, les laits de lavage un petit peu moins. Et toutes ces alternatives, en fait, elles peuvent convenir, mais elles ont aussi des impacts, elles peuvent avoir des effets négatifs. Par exemple, la lessive olière, elle contient des agents qui sont allergènes, qui sont assez allergènes. Donc, du coup, ça peut ne pas convenir à tout le monde. Le principe du lierre, c'est ça contient de la saponine, donc des tensioactifs, comme les noix de lavage, qui vont donc permettre d'améliorer le lavage, alors que la cendre, elle, va être plus sur le pH, comme on l'expliquait, avec la potasse. Le pH va permettre de solubiliser les graisses et donc de nettoyer le linge de cette façon. Voilà. Donc ça, en fait, c'est un peu des solutions qui fonctionnent, hein, mais qui ne vont pas répondre à tous les besoins et qui ne vont pas être les plus pratiques. Je sais que, nous, on est à Lyon, hein, et je vois de plus en plus souvent de gens qui sont sur les murs des propriétés et qui piquent des feuilles de lierre avec des sacs, justement pour faire leur lessive. Les noix de lavage, pour le coup, il n'y en a pas à Lyon. Et là, la problématique, c'est plutôt le transport, parce que les noix de lavage, aujourd'hui, elles sont principalement cultivées en Asie. Et le problème, c'est qu'en fait, pour faire un lavage, les noix de lavage, la saponine, elles ne vont pas en contenir suffisamment pour faire des centaines et des centaines de lavages. Donc, on a besoin quand même d'un volume important. Et ce sont quand même des fruits donc qui nécessitent du volume. Le volume transporté, en fait, annule un petit peu l'économie carbone qu'on aurait pu avoir avec d'autres solutions. Donc, du coup, ouais, sur le fonctionnement du lavage du linge, et c'est ce que disait Jean-Baptiste tout à l'heure, en fait, je pense que c'est assez important de se recaler et de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe en fait quand on veut laver notre linge, de quoi est-ce qu'on a besoin globalement. Et donc, ce qu'on retrouve comme composant, et le composant vraiment principal, c'est tout simplement l'eau. Parce que l'eau est un solvant. En gros, l'eau est un solvant naturel. Et c'est vraiment l'élément le plus important du lavage parce que c'est l'eau du coup qui va traverser les fibres et en traversant les fibres qui va justement retirer toute la saleté, par exemple, qui va être présente dedans. On a le mouvement, donc la mécanique, le fait de brasser le linge, donc ce qu'on va retrouver, ce qu'on pouvait retrouver avant, en tous les cas, avec les lavandières qui venaient battre le linge, on va le retrouver dans la machine à travers le brassage. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans une machine, il ne faut jamais remplir la machine à 100%, il faut toujours laisser un certain espace, plus ou moins important suivant le type de lavage qu'on fait, parce que s'il n'y a pas d'espace, en fait, il n'y a pas du tout de brassage, il n'y a pas du tout de battage du linge donc, qui va avoir lieu. Et l'eau, en plus, va avoir beaucoup plus de mal à traverser le linge. Et c'est d'ailleurs là-dessus, quand on mentionnait tout à l'heure par rapport au parfum, en fait, le parfum qui vient non pas désodoriser, mais rajouter, en fait, masquer en partie les odeurs. En fait, quand on a un tambour qui est bourré de linge, effectivement, on va avoir le parfum en fait, qui va quand même venir se déposer sur le linge. Mais premièrement, le problème, c'est que ça lave mal le linge parce que tous les composants qui vont être présents dans la lessive vont pas vraiment pouvoir se solubiliser ou mal se solubiliser dans l'eau. L'eau va mal traverser le linge, il n'y aura pas d'effet de battement. Et derrière, ça va laisser aussi beaucoup de résidus, en fait, des résidus toxiques sur le linge et donc sur notre peau par la suite. On a la chimie. En fait, la chimie, elle vient améliorer les propriétés lavantes de l'eau. Donc, les propriétés chimiques, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure. C'est donc les tensioactifs, les enzymes, les agents alcalins, les agents blanchissants, par exemple, qui vont venir effectivement donc, rajouter des propriétés lavantes suivant ce qu'on veut rajouter donc, dans l'eau. Et enfin, la température de l'eau qui va aider déjà à dissoudre aussi, aider à dissoudre les graisses et qui vont permettre aussi derrière d'améliorer le lavage, donc sur tout ce qui va être les tâches.
Ben, là, oui, en fait, c'est vraiment les 3 éléments à l'avant, c'est vraiment eau, mécanique et température. C'est-à-dire que demain, si tu veux faire une machine juste de linge très peu sale avec de l'eau à température élevée, ton linge sera globalement, si tu laves à 60, assez propre. Et la chimie, elle va venir améliorer et enlever effectivement des résidus, comme disait Marc, les bactéries, les mauvaises odeurs. Mais par contre, tout ce qui est tâches du quotidien, ce sera parti. Ouais. Bah, tu vois bien, même quand tu as un peu de gras sur les mains, tu mets de l'eau chaude, ça part tout seul. Donc, c'est vrai que l'action de la chaleur Ouais, aide bien exactement. aussi. Ouais. Et sur l'aspect mécanique, il y a une anecdote intéressante qui avait été établie par Dyson, parce qu'ils ont voulu mettre au point une machine à laver. Ils en ont mis une au point, mais ça a été un peu la catastrophe technologique. Mais ils se sont aperçus que 15 minutes de lavage à la main étaient plus efficaces que 60 minutes de lavage en machine. Pas mal. Dans le brassage du linge. Et donc voilà, c'était assez rigolo. Et du coup, je fais aussi un parallèle à ce que je disais tout à l'heure sur justement les rinçages qui sont de moins en moins efficaces. Il faut savoir aussi que le lavage, du coup, est moins efficace donc, en machine qu'à la main. Et donc, il y en a qui préconisent de remplir la machine, donc effectivement pas à 100%. Il y en a même qui disent pour que ce soit vraiment bien efficace, il faut la remplir qu'à moitié. Et un cycle court va être moins efficace et va moins bien rincer encore qu'un cycle plus long. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a tellement d'éléments à prendre en compte qu'à la fin, nos lessives qu'on utilise actuellement, on ne sait pas si elles sont efficaces, si elles sont rincées, ce qu'elles font dans la machine. On sait juste qu'on nous promet de ne plus avoir de tâches, même incrustées, et que du coup, on achète ça, au moins on se dit, en cas de tâche, je suis serein. Ce qui n'est pas forcément le cas derrière. Le besoin, en fait, qui est la principale préoccupation, finalement, qu'on doit avoir aujourd'hui. Exactement, auquel on doit répondre. Donc, en fait, on se rend compte que le besoin, il a globalement vraiment changé. Donc, on parlait justement tout à l'heure des années 30. Bon, là, on va partir plutôt sur les années 60. Et en fait, sur la tertiarisation de l'emploi. C'est-à-dire que dans les années 60, on était à peu près 60% des personnes qui travaillaient dans le secteur primaire et le secteur secondaire. Donc, comme on disait tout à l'heure, ce qui veut dire des salissures très importantes, donc des salissures de gras, de graisse, de cambouis et du linge vraiment sale, pour lesquels il faut des détergents très performants, à maintenant, si on prend 2018, on voit qu'on a quasiment 80% de la population qui travaille dans le secteur tertiaire. Donc, dans le secteur tertiaire, ça veut dire principalement beaucoup aussi dans le service, derrière des ordinateurs, avec pas du tout le même besoin en fait en termes de lavage du linge, parce que le lavage dont on a besoin, c'est pour principalement enlever en fait tout ce qui est en lien avec les résidus corporels qui vont venir se loger sur le linge. Donc ça va être tout ce qui va être le sébum, les bactéries, les organismes fongiques qui vont justement venir se déposer sur le linge. C'est ces éléments-là en fait qu'il faut cibler. Et derrière en fait, pour cibler ces éléments-là, qu'est-ce qu'il faut principalement sur les différents éléments qu'on a revus tout à l'heure, donc les différents composants. Donc je recite donc les tensioactifs, les enzymes, les blanchissants et les agents alcalins. En fait, on a besoin d'une chose principalement, c'est l'agent alcalin. Voilà. D'ailleurs, ce qui a été utilisé depuis des siècles avec la cendre. Exactement. Et donc, du coup, c'est pour ça que nous, en repensant le besoin d'aujourd'hui, on s'est posé la question de quel produit pourrait être efficace, quel produit pourrait être vraiment écologique, facile à utiliser. Et c'est pour ça qu'on a créé Upsclean. Upsclean, en fait, c'est un seul ingrédient. C'est du magnésium. J'adore. L'avantage du magnésium, voilà. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup d'agents alcalins. Le magnésium, pour le coup, a plusieurs avantages. Premièrement, il est ultra abondant. C'est le 8e élément le plus présent dans la croûte terrestre. Donc, c'est-à-dire que peu importe, chez vous, dans votre jardin, il y a du magnésium. S'il n'y en a pas, les plantes ne peuvent pas pousser puisque c'est lui qui contribue à la photosynthèse. C'est le 4e élément le plus dissous dans l'eau de mer. Et il est également extrêmement présent dans l'eau des rivières. C'est sain pour le corps humain, contrairement à d'autres agents alcalins. Par exemple, l'aluminium, qui était utilisé en cosmétique pour les déodorants, n'est pas sain pour le corps. Le magnésium, lui, est sain pour le corps. Le corps en a besoin pour tout ce qui est système neuronal. Les os, tout ce qui est eau, dents, contiennent du magnésium en quantité importante.
Et en plus, c'est connu, on l'utilise déjà en usage médicinal. Justement, l'eau de Quinton contient pas mal de magnésium, certaines eaux contiennent du magnésium. Les cosmétiques naturels utilisent notamment justement pour les déodorants du magnésium qui est réputé anti-odeur, puisque en partie antibactérien. Et on l'utilise aussi dans le traitement de l'eau. Et nous, c'est comme ça qu'on l'a découvert. Il est utilisé dans certains centres de traitement de l'eau potable, dans certains centres de traitement des eaux usées, et même dans certains systèmes de traitement des eaux de piscine. Donc, vraiment, il permet de purifier, de nettoyer et d'avoir un environnement qui est sain, en tout cas, pour nous. Et en plus, on l'utilise aussi en usage industriel pour ses propriétés. En fait, il faut savoir que le magnésium, il va être plus léger et plus rigide que l'aluminium. Donc, mieux pour ça. Après, il va coûter un petit peu plus cher et il est également inflammable. Donc, pour l'aérospatial, c'est plus compliqué à utiliser pour résister à des températures élevées, par exemple. Voilà. Donc, nous, c'est vraiment le magnésium qu'on utilise uniquement. Comment le magnésium va laver votre linge? En fait, le magnésium, en tant que tel, lui, n'a pas de propriété lavante. Par contre, les sels de magnésium qui en découlent, eux, peuvent en avoir. Quand le magnésium plonge dans l'eau, il va s'oxyder. Il va créer de l'oxyde de magnésium qui, une fois dissolu dans l'eau, va créer de l'hydroxyde de magnésium et lui, à lui seul, va permettre d'augmenter le pH jusqu'à 10. Il faut savoir qu'en fait, les lessives qu'on utilise aujourd'hui, elles augmentent le pH entre 8,5 et 9,5. Le savon a un pH de 9. La javel a un pH de 11. Et quand on utilise justement de la cendre, donc de la potasse, on peut avoir un pH qui va jusqu'à 14. Le magnésium, l'avantage... 14 étant le maximum de l'alcalinité. Voilà, c'est exactement. Donc, l'avantage du magnésium, c'est que le pH ne va pas être trop élevé et du coup, ça va permettre de laver tout type de linge sans endommager les fibres, ce qui n'est pas le cas avec de la cendre. Ou avec la cendre, si on a de la potasse pure, si on lave de la laine, elle va complètement feutrer, ça va l'endommager dans le temps. Avec le magnésium, le pH va être beaucoup plus faible, donc du coup, ça va permettre de laver tout type de fibres efficacement, puisqu'on a un pH qui est quand même supérieur à la lessive. Ensuite, Opsyn, voilà, pour vous montrer un petit peu comment c'est. Globalement, en fait, effectivement, c'est super simple à utiliser. Hein. Merci. Je fais un peu d'ASMR, attends 2 secondes. Voilà. En fait, c'est l'avantage, tu le montres toi-même par rapport à la taille du produit. C'est un produit qui se tient juste dans la main. Donc, ça fait partie aussi de ses avantages sur, par exemple, les personnes qui, quand on part en vacances ou autre. Donc, c'est un produit super simple à utiliser. C'est vraiment une dosette qui est réutilisable. Donc, on peut faire globalement jusqu'à 350 lavages avec un sachet. Parce que les billes du magnésium vont se dissoudre en fait au fur et à mesure dans l'eau, mais pas d'un seul coup. Donc, ce qui permet justement de lui donner des propriétés réutilisables. Donc, c'est un geste qui répond à tous les besoins du lavage du quotidien actuel par rapport aux besoins actuels qu'on a mentionnés tout à l'heure. C'est-à-dire que donc, dans le sachet, on a 100% de magnésium. Et le magnésium, donc, en se dissolvant dans l'eau, comme disait Jean-Baptiste, va générer de l'hydroxyde de magnésium qui va permettre derrière d'augmenter le pH. Et en augmentant le pH, on va éliminer tout ce qui va être bactéries, donc les bactéries de type corporel, qui sont plutôt liées à celles qui sont en lien avec la transpiration, qui viennent se déposer sur le linge et qui derrière vont générer des odeurs, tout simplement. Les odeurs corporelles de transpiration. Et en fait, en augmentant le pH de l'eau, on va tout simplement changer l'environnement dans lequel les bactéries prolifèrent, et ce qui va permettre en fait d'éliminer les bactéries. Et pareil pour les organismes fongiques qui sont eux encore plus sensibles justement à un changement de pH que les bactéries. Ça va permettre aussi d'éliminer le sébum, donc le gras du corps qui vient se déposer sur les vêtements. Étant donné qu'on a une solution alcaline, ça permet de retirer, d'émulsionner en fait les graisses qui vont venir justement se loger sur le linge. Donc si on reprend donc au niveau de l'impact des lessives sur l'environnement, et on prend donc les lessives conventionnelles et Opsyn, on se rend compte que vis-à-vis de l'utilisation d'un sachet sur jusqu'à 350 lavages, on va avec une lessive conventionnelle, ça va générer jusqu'à 63 kg. En fait, c'est 63 kg de CO2 qui sera généré. Donc avec Opsyn, on a une diminution de 91%.
Sur l'utilisation de l'eau, on a à peu près 12 millilitres d'eau qui sont utilisés par an par ménage. Avec Upsclean, en fait, l'avantage, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, étant donné qu'on n'a pas de résidus toxiques en comparaison à la lessive conventionnelle qui vont venir se loger sur le linge, parce qu'on va avoir du magnésium, et le magnésium n'a pas de propriétés irritantes ou autres vis-à-vis de la santé. Donc ça permet justement de limiter, dans la mesure du possible, le nombre de rinçages, de cycles de rinçage qu'on va faire. Donc on peut par exemple faire un seul cycle de rinçage, parce que derrière, bien sûr, il faudra quand même en faire un pour enlever toutes les impuretés qu'il y aura dans l'eau, mais on n'a pas besoin justement d'en faire plusieurs pour retirer tous les éléments qu'on aurait retrouvés plutôt dans la lessive conventionnelle. Donc ça permet de réduire la consommation d'eau jusqu'à 30%. En termes de plastique, si on compare à la lessive liquide, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a 1 kg de plastique qui est utilisé, donc avec les bidons, on a environ une dizaine de bidons qui sont utilisés par an par les ménages. Là, on se retrouve avec un sachet qui représente seulement 7 grammes de plastique. Donc, on a une élimination de 99% de l'utilisation des plastiques. Et sur le budget, si on compare, par an, par ménage, on est à peu près à 105 € par an par ménage. Nous, on est à 39,90 €, donc on a une réduction de 62% des dépenses justement en termes de lessive. Et au niveau santé, effectivement, comme tu disais, au niveau santé, on a une solution qui n'a aucun impact sur la santé. Puisque le magnésium, certains en utilisent en cure. Alors, nous, c'est du magnésium métallique, donc on ne l'utilise pas tel quel, mais on va utiliser en fait des sels de magnésium qui sont issus de magnésium métallique. Sur la peau, le magnésium, on l'a vu, il est utilisé en cosmétique. Il est utilisé aussi en médicinal. Il a les sels de magnésium, certains sels de magnésium ont des propriétés qui sont apaisantes pour la peau. Donc, il n'y a pas de risque. Moi, l'exemple le plus flagrant, et qui est le mien du coup, c'est celui de mon fils qui utilise des couches lavables. Donc, les couches lavables, s'il y a certaines personnes en utilisent, globalement, il faut les laver quand elles sont sales tous les 3 jours, on les lave. On fait un cycle classique. Alors déjà, il faut trouver une lessive qui soit adaptée parce que certaines lessives avec des enzymes vont dégrader les barrières d'étanchéité. Donc là, avec le magnésium, il n'y a pas ce problème. Mais surtout, on va avoir des problèmes de résidus parce que il y a des tampons en microfibres qui sont extrêmement absorbants, mais qui ont des fibres extrêmement resserrées et qui, du coup, vont emprisonner pas mal de résidus, et notamment de lessive. Et donc, moi, j'ai pu tester pas mal de lessives, justement, quand on a fait nos tests comparatifs d'efficacité de certaines lessives et de Upsclean. Et en fait, mon fils a fait tout de suite des réactions de plaques rouges avec les lessives. J'ai utilisé du percarbonate, donc qui est naturel, et qui, lui, est un bon blanchissant. Et pareil, dès que j'utilise un de ces produits, il fait des réactions, et il ne fait pas des réactions uniquement sur le port suivant. C'est-à-dire que je peux faire 3 rinçages supplémentaires, complets, lui faire porter, les relaver 3 ou 4 fois derrière. En fait, pendant un certain nombre de temps, il va faire des réactions parce qu'il y aura toujours des résidus qui vont être irritants, ce qui n'est pas le cas avec le magnésium. Très intéressant ça. Ouais, c'est vrai qu'il y a énormément d'avantages à ce produit. Moi déjà, le premier truc, parce que évidemment j'ai fait mes tests avant, voilà, faut pas, voilà, je vends pas n'importe quoi. Donc ce que j'ai adoré déjà, c'est le côté minimaliste. C'est que tu prends ton petit sachet, tu as ton sachet pour 350 lavages. Alors me concernant, ça fera plus d'1 an parce qu'on n'est pas beaucoup à la maison et donc forcément on n'a pas des machines tous les jours. Donc, ça, c'est génial. Tu mets juste ton truc dans la machine. Tu penses à rien. Tu penses pas que tu as oublié de racheter de la lessive parce qu'il y en a plus, etc. Déjà, ça, c'est génial. Le côté santé, évidemment que ça me touche et de très près, puisque déjà que je faisais super gaffe, j'avais fait les lessives maison, j'avais fait les lessives éco, etc. Bah voilà, ça, pour moi, c'est trop génial parce qu'effectivement, c'est tout ce qu'il y a de plus inoffensif pour la santé et de plus idéal pour le linge. Évidemment que si vous faites des méga tâches de l'enfer, il faudra du détachant. Ça, c'est le classique. Vous mettez un petit peu de détachant, mais là, au moins, c'est pertinent pour l'usage. C'est-à-dire qu'on va mettre son détachant parce qu'il y a une tâche et on ne va pas mettre son détachant à toutes les lessives parce qu'il y en a dans la lessive qu'on utilise. Donc ça, c'est hyper pertinent déjà dans l'usage. C'est je l'utilise quand j'en ai besoin et pas tout le temps juste en prévention. C'est un peu cette logique-là que je trouve vraiment géniale dans ce produit de lessive et que
voilà, moi je vous recommande. Je vous mets de toute façon un lien dans la description. Je redirai ça à la fin, mais c'est un super produit, génialissime. Voilà. Bon, ben, merci en tout cas. Merci. Et oui, après au niveau environnement, parce que là donc on parle de l'impact fabrication, au niveau de l'impact rejet, et c'est nous c'est un peu notre fer de lance, c'est que cette lessive en fait ne rejette que du magnésium dans l'eau, qui ne va absolument pas perturber les écosystèmes marins, qui ne va pas du tout polluer l'eau. Le magnésium, en fait, on en relâche 10 fois moins que ce qui est déjà présent en moyenne dans les rivières en France. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des rivières qui en contiennent beaucoup plus. Ce n'est pas un élément organique, donc ça ne va pas être décomposé par les algues, par les bactéries, donc ça ne va pas avoir d'impact sur l'eutrophisation. Ça ne va pas avoir d'impact aussi, il y a des gens qui se demandent, est-ce que ça va avoir un impact sur le pH de l'eau? En fait, on rejette déjà des produits avec un pH basique, et de toute manière, on rejette plus de produits acides. Donc, rejeter des produits basiques, ce n'est pas un problème en centre d'épuration, ils en ont besoin. Justement, eux doivent rajouter des bases pour rééquilibrer le pH avant de rejeter en rivière. Donc, on n'a vraiment pas d'impact néfaste sur la planète. Ouais, et puis il y a vraiment, c'est exactement ce que tu as dit, en fait, il y a vraiment ce côté minimaliste où on vient résoudre ce qu'on disait jusqu'à tout à l'heure. En fait, on vient vraiment comprendre quel est le besoin actuel des consommateurs et résoudre ces problématiques-là avec un produit et non pas mettre tout refourguer dans un produit qui va tout faire mais qui va mal faire et pour lequel en fait les gens n'ont pas vraiment d'utilité en fait à C'est utiliser. ça, faire par défaut, quoi. À quoi ça sert de faire par défaut quand c'est pas nécessaire? Ouais, il y a beaucoup de parents qui disent ah ben oui, mais moi j'ai les bavoirs qui sont ultra tachés. On a fait faire des tests sur les tâches avec des dizaines de lessives dont les plus performantes. En fait, en un lavage, les taches tenaces ne s'en vont jamais. Et donc, du coup, si on veut reporter des vêtements propres, il faut qu'on utilise du détachant avant lavage. Donc, moi, ça fait 5 ans que j'utilise UpsClean et j'ai un enfant qui a 3 ans. Je ne passe pas plus de temps à faire mes lessives. Tout à fait. Et moi, pour l'avoir testé du coup plusieurs fois déjà, je suis super content. En fait, mon linge ressort exactement de la même manière qu'avec une lessive qui avait certainement beaucoup plus de choses dedans. Donc au final, même résultat et c'est nickel quoi. Il y a juste le truc, effectivement, alors il n'y a pas d'odeur. C'est-à-dire que votre linge, il va pas sentir la rose et le lilas, c'est certain. Mais justement, je trouve ça génial parce qu'en fait, on n'a pas besoin que ça sente des trucs incroyables. Justement, je trouve que c'est gênant. Et si vous voulez vraiment une odeur, bah, vous mettez un petit peu d'huile essentielle potentiellement après lavage, pourquoi pas, vous sentirez un peu la fraîcheur. Mais voilà, c'est pas l'objectif. Je pense qu'il faut vraiment reconsidérer ça. On n'a pas besoin que le linge sente bon. Si vous voulez sentir bon, il y a aussi des options de parfums qui sont très propres et très intéressantes. Voilà, là on rentre dans un autre débat, mais le linge n'a pas Voilà, besoin de sentir des parfums de fou, quoi. il a besoin d'être. Voilà, il a Parce que besoin d'être effectivement, de toute façon, propre. quand il est lavé, en fait, quand on lave avec notre solution, il y a derrière, en fait, le linge sent juste le propre, sans le C'est frais. ça. Il n'y a pas besoin de plus que ça, quoi. C'est le terme, ça sent le frais, en fait, et ça fait plaisir juste de sentir en fait un habit qui sent l'habit normal, quoi, le frais, le propre. Tout à fait. Et ça, je pense que ça va être aussi quelque chose qui est pas facile à faire changer. Vous, peut-être derrière votre écran, vous êtes en train de vous dire, ouais, mais moi j'ai besoin que ça sente quelque chose. C'est normal, c'est du conditionnement. Ça s'appelle 40 ans, 50 ans de conditionnement lessive, où on a sorti son linge, on a dit, ça sent bon. Et, voilà. Après, on n'a pas besoin de ça réellement, et je pense qu'il faut apprendre à se déconditionner de ça, surtout sachant l'impact aussi de certains parfums sur la santé également, Ouais. comme on l'a vu. Justement, pour une partie de nos utilisateurs qui ont vraiment besoin de parfum, il y en a qui palliaient en mettant des assouplissants ou d'autres produits finalement qui sont tout aussi mauvais au niveau santé. Donc du coup, nous, on a fait formuler des parfums qui sont biodégradables et qu'on aura en complément pour les personnes qui ne peuvent pas s'en passer, parce que c'est toujours mieux de faire une transition comme ça Exactement. que de ne pas faire de transition parce qu'on est Génial. bloqué pour les parfums. Ouais, très très important. Je pense que c'est vraiment le truc le plus dur à faire sauter, Ouais. entre guillemets, comme pratique. Ça va être l'odeur du linge. C'est ancré chez beaucoup de personnes et c'est bien normal. Mais ouais, une fois que ça s'est passé, en fait, voilà, on a compris que c'était la solution. C'est ça. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup Marc, merci beaucoup Jean-Baptiste. C'était vraiment un plaisir d'avoir vos éclaircissements. Alors moi, n'étant pas du tout un expert lessive, j'ai appris beaucoup de trucs avec vous. Je suis super content. Et j'espère que vous aussi, derrière votre écran, vous aurez appris des trucs. Et que de toute façon, voilà, comme on disait, je vous mets un lien dans la description. Si vous voulez tester, vous procurer ce produit, voilà. De toute façon, c'est tester. Je veux dire, c'est franchement accessible
comme produit pour 350 lavages. Voilà, vous aurez le temps de tester, faire vos propres expériences et surtout apprendre à avoir une nouvelle façon d'appréhender la lessive parce que je pense que c'est vraiment, vraiment important aujourd'hui. Ouais. Merci beaucoup en tout cas. Et oui, dis-moi. Puis, je dis merci beaucoup, Guillaume. Et puis, si vous Avec voulez plaisir. tester, vous avez 2 mois pour tester. Et ben voilà, en plus. Donc tout ça, lien dans la description. Je vous mettrai aussi en commentaire épinglé pour ceux qui ne trouvent pas la description. Des fois, je comprends, c'est un peu chiant à trouver. Merci à vous encore. Moi, je vous dis à la prochaine. Et surtout, prenez soin de vous.